Welcome to your next Sonic Rush. Welcome to your next Sonic Rush. This is Afterline. Afterline. The backstage of sound on Mira Radio. Bienvenue dans Afterline chez Mira Radio. Là, nous sommes à Tunis et exactement à la closerie pour la première édition de People Like Us. Et on reçoit un DJ producteur connu par son track Badman qui fait carton depuis 1 an. Là, on reçoit Kajovski. Bienvenue Kajovski. Merci de m'accueillir. J'ai envie de savoir, qui es-tu vraiment loin des platines, loin du studio? Franchement, en dehors, j'ai une vie plutôt classique. Tu vois, je fais du sport, je travaille beaucoup sur ma musique, énormément. Je travaille beaucoup sur mes sets aussi, c'est super important. Pour essayer de renouveler, parce que je supporte pas de faire tout le temps la même chose. Et voilà, hein. Voilà, je suis quelqu'un de plutôt classique. Rien d'incroyable quoi. Juste le sport, à part la musique, le sport. Musique et sport, voilà. Ok. Kajovski. Ouais. Avant ta première sortie, tu as été supporté par d'autres artistes bien connus. Comment tu as réussi à faire des relations avec ces artistes-là? Ah, tu parles des artistes de hip-hop par exemple? Ouais, comme Big Ali. Alors Big Ali justement, c'est un ami de 20 ans, donc plus de 20 ans, je l'ai connu quand il est arrivé en France. Un ami qu'on a en commun qui s'appelle Bertrand, DJ LBR. Et du coup, j'ai travaillé un moment avec lui et son équipe. Et lui, il se trouve qu'il a travaillé avec beaucoup d'artistes et grâce à lui, j'ai rencontré énormément d'artistes. Et j'ai fait aussi des morceaux qui sont jamais sortis avec ces artistes-là. Parce que j'ai retravaillé l'album complet de Big Ali à l'époque, qui n'est jamais sorti, mais avec des artistes comme Busta Rhymes, Snoop Dogg, Ryan Leslie, Lil Jon, plein de trucs comme ça. Donc tu as fait le métier d'un compositeur, pas de DJ. J'étais DJ pour lui, mais j'ai aussi fait de la composition pour son album. Ouais. Qui n'a jamais vu le jour, mais en tout cas, ouais, on avait fait tout ça exactement. Donc la production musicale, c'est pas nouveau pour toi? Comparé à DJ, si, parce que j'ai commencé à faire DJ bien avant d'être compositeur. Compositeur, c'est venu bien après. Mon premier métier, le corps de métier, c'est DJ. Okay. La composition, c'est venu après parce que à l'époque aussi, je faisais des vinyles pour les DJ surtout, des trucs, des promos et tout ça, ce qu'on appelle à l'époque des promos, des white labels que je produisais moi-même. Et ensuite, c'est comme ça que je suis venu à la production. Beaucoup d'artistes croisent de gros noms, de gros artistes. Ils développent pas de bonnes relations avec eux. Ouais. Comment tu as fait pour développer cette relation? Le naturel, hein. Franchement, il faut rester naturel, rester comme on est. Bon, elle est difficile comme question, mais non, je sais pas, il faut rester soi-même, je pense. À cette époque où je rencontrais beaucoup d'artistes, c'est aussi grâce à Ali, Big Ali à l'époque, qui lui faisait des trucs avec Bob Sinclair. Et ensuite, Bob Sinclair, c'est devenu aussi mon voisin parce qu'on habitait à côté dans le Marais. Bref, tous ces gens que j'ai rencontrés, c'est surtout grâce à Ali. Et puis après, c'est une énergie, une vibe. Et voilà, rester soi-même. Raconte-nous la fois où tu as dit « Ok, je veux produire de la musique, j'arrête d'être DJ. Pas j'arrête, mais je vais produire. » En fait, c'est venu progressivement, c'est pas venu d'un coup. Comme je t'ai dit, j'ai commencé, en fait, par la force des choses, j'ai commencé à faire des titres pour un artiste avec qui je travaillais. Donc j'ai commencé à m'entourer, à commencer à voir comment ça fonctionnait et tout. Même si avant ça, je faisais déjà des edits et des promos pour les DJ. Et puis ensuite, il y a eu un moment donné où je me suis dit, si je veux continuer à progresser, et c'est il y a longtemps, il va falloir que je commence à faire ma propre musique. Et c'est comme ça que c'est venu en fait. C'est l'évolution de DJ qui a fait que pour pouvoir évoluer, il a fallu produire. Donc là, lorsque tu as compris que si tu veux avancer dans ta carrière, c'est la production. Exactement, c'est ça. Donc tu as commencé à apprendre comment le faire, Exactement. Autour de moi, j'avais des potes qui étaient producteurs. Et puis j'ai regardé comment on fait et commencé à acheter des plugins. Moi quand j'ai commencé, j'étais sur Acid Pro 4. Je pense que les jeunes ne savent même pas ce que c'est Acid Pro 4, c'était sur PC à l'époque. Et ensuite en évoluant, Acid Pro, je suis monté jusqu'à 7, 8 ou un truc comme ça. Et après j'ai découvert Logic, mais qui n'était pas trop logique pour moi. Et après Ableton à la suite quoi. Ok. Ton premier EP? Premier EP, ouais. C'était comment d'expérience? Le process? Le premier EP que j'ai sorti, c'était Traité Chaos. Je sais même pas s'il est toujours sur les plateformes, mais c'était sur un label
américain, je crois que ça s'appelle Witty Tunes, qui existe toujours. Witty Tune, Ouais. c'est ton premier EP, oui, C'était sur mon- Tracksource, il existe. Ah, il ton existe, premier tu vois EP, oui. Je savais Je pas. l'ai vu hier. Je me rappelle même plus des titres. Deux Après titres, ça, il contient 2 titres. exactement, 2 titres. Et juste après ça, j'avais sorti un titre qui est sorti sur Snatch, le label de Rivastar, Ok. aussi très tech house. Et ça a été un des premiers titres qui m'a un peu donné la lumière. Parce que le truc sur Witty Tunes, c'était vraiment un petit label, c'était sympa et tout ça, mais il n'y a pas eu vraiment d'exposition. Mais Snatch, ça a vraiment explosé parce que on a reçu des retours de plein de gros DJ. Parce que Rivastar à l'époque, c'était quelqu'un qui était Ouais, vraiment bien connecté. sûr. Voilà, et c'est les débuts des retours de Capriati, des trucs comme ça, donc c'était cool. Tu as oublié ton premier EP, donc Ouais. ton premier EP. Ouais, ouais. Donc tu peux pas oublier le track qui a fait le tournant pour toi. Quel est le track qui a tout changé pour toi? C'est bizarre, mais il y en a 2. Il y en a un qui est jamais sorti, et il y en a un qui est sorti. Jamais pas au bon sorti, moment. jamais sorti, il Jamais a tout sorti, mais changé. ça, voilà, jamais sorti, mais ça m'a exposé à beaucoup de monde parce que c'est un track, c'est un remix de Scala d'Agoria, qui est jamais sorti, mais qui a été énormément supporté par les gros DJ, notamment Black Coffee qui l'a joué pendant 2 ou 3 ans. Il y a Carl Cox qui le joue encore là, je vois, il a ouvert encore la semaine dernière à Universe, non, il y a 2 semaines à Universe avec ce track là. Donc ce track là m'a vraiment ouvert les portes où les gens sont venus me demander le track parce qu'il n'était pas sorti et tout ça. Et ensuite, un an après, donc en 2018-2019, j'ai un track qui est sorti avec Space Motion qui s'appelle Ingo, qui a Ouais. énormément marché ici d'ailleurs Ouais, en Tunisie, ouais, ouais. et très afro. Mais au final, ça a porté une exposition, mais qui est vite tombée parce que le Covid est arrivé. Donc j'ai pas eu le temps d'en profiter de ce morceau, tu vois. Là, on parle de production et de DJing. Est-ce que tu te sens un DJ qui produit ou un producteur qui fait DJ? Là, Non, maintenant. je serai toujours un DJ qui produit. Toujours. Donc, suis pas du tout la un producteur. scène et la Ouais. réaction du public, ça peut t'influencer. Ah, énormément. Dans la production. Énormément. Moi, je fais ce métier pour la scène. J'adore faire de la musique, c'est pas un problème, mais c'est un process qui pour moi est venu après et qui est pas naturel. Alors que aller sur la scène, pour moi, c'est tout à fait naturel et je le fais sans problème. Faire de la musique, ça marche avec ton mood, ça marche avec plein de choses. C'est un autre boulot, c'est un autre travail. Ton track Badman, Ouais. ça fait 1 an. Je pense, ouais, je sais même Ouais. pas. Ouais, Et ouais. il est encore numéro 1. Ouais. À ton avis, d'où il prend cette puissance? Perso, je sais pas. Mais des retours que j'ai des gens, déjà le vocal est fort, il est puissant. Mais ce que m'a dit par exemple un gros producteur que j'adore et qui s'appelle Sam, qui est en train de tout exploser en ce moment, le belge, il m'a dit qu'il adorait les accords de la mélo du drop. Il adorait les accords de la mélo. Et du coup, je pense que c'est un mix de tout ça qui fait qu'il y a une puissance. Et puis après, c'est quand même un morceau assez dance floor, donc assez patate. Et c'est ce qui fait ma touche. Je fais pas mal de morceaux assez dance floor et assez puissants. Est-ce que tu as prévu que ça va cartonner? Pas du tout. Franchement, quand je l'ai fait, j'étais même pas sûr parce que j'ai mis longtemps avant de le proposer. Et en fait, c'est la réaction des gens quand je l'ai envoyé, c'était catégorique. Ah ouais, quand je l'envoie à des potes, déjà, ah ouais, oh Bastos, C'est Bastos, un ça, banger. c'est machin. Ouais, voilà, banger. Donc je me suis dit, bon, peut-être. Mais jusqu'au moment où ils sortent, j'étais pas sûr. Hein. On a parlé de Badman. Ouais. Là, si tu devais te présenter en tant qu'artiste, Ouais. producteur, à quelqu'un, quel track tu vas présenter? Un des tracks qui est déjà sorti ou pas? On parle de ton catalogue. Peut-être Poison. Poison. Parce que Poison, Il est toujours, sorti, il y a l'énergie. ça fait 4 ans? Ça fait 3 ans, je pense. 3 ans. 3 ans, Ouais. parce que c'est un des vocals avec lesquels j'ai commencé. Pour les gens qui savent pas, Poison, c'est un groupe qui s'appelait Belle Beef Devo, qui est un groupe de hip-hop des années fin 90. Et ça me rappelle le moment où j'achetais des vinyles et tout ça, donc ça me ressemble vraiment. Là, tu m'as dit, est-ce que un track de mon catalogue ou un track qui va sortir? Ouais. Donc, apparemment, tu as un track prochainement qui va être... Moi, j'en ai plein. J'en ai plein qui vont sortir et musicalement il y a une grosse évolution dans ma musique là en ce moment et j'adore. Là j'ai une période où vraiment j'adore quand je fais de la musique, je kiffe ce que je fais en ce moment. Parce que ça change et c'est pas du tout ce qui se fait en ce moment donc j'ai hâte de faire découvrir ce qui va sortir. Tu as joué un peu partout. Comment tu perçois la scène électronique tunisienne aujourd'hui? Alors la scène électronique tunisienne en soi je connais pas trop mais la scène clubbing tunisienne elle est incroyable. Elle fait partie d'une des meilleures scènes. Moi j'ai 3 endroits comme ça où je trouve que le public est cool. Il y a la Tunisie, il y a le Liban
et le Maroc. Parce qu'il y a une espèce de culture de la musique électronique. Les gens s'amusent vraiment. Et ça, c'est assez spécial. Donc au niveau clubbing, la Tunisie, c'est quand même super fort. Qu'est-ce qui distingue ces trois pays-là? Le Maroc, le Liban et la culture. Tunisie. C'est la culture musicale, peut-être le côté arabophone, les instruments, je sais pas, mais la musique dans tous ces pays-là, c'est spécial. Je veux que tu me racontes une anecdote qui s'est passée. Il y a quelques temps, j'ai fait une date dans un pays où il n'y a pas de boîte de nuit. Il y a beaucoup de checkpoints, tu vois, partout où tu vas. Par exemple, la sécurité de la soirée que j'ai faite, les mecs sont armés, Kalachnikov, tu vois. Voilà, c'est un pays un peu spécial et du coup, je me suis dit, à quoi je vais m'attendre. Et je suis arrivé et franchement j'ai eu un super accueil. On m'a montré le pays, un peu la culture, l'architecture et tout ça, donc j'étais agréablement surpris. Et puis le soir, c'est un pays où tout est un peu interdit, il n'y a pas vraiment d'alcool, on sait pas trop. Et moi du coup je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et il se trouve que j'arrive à la soirée et au moment de commencer mon set, les organisateurs, le caméraman, tout ce qui devait faire, le content et tout ça, ils ont tous disparu. C'est-à-dire que je pense que c'était tous dans, je sais pas dans quel état, il y en a qui sont partis là-bas, il y en a qui sont partis là-bas. Donc cette soirée, le seul truc qui m'a un peu, pas choqué, mais bon, le truc qu'il y a incroyable, c'est que de cette date, j'ai énormément de content de toute la journée où j'ai visité les monuments et tout ça et tout ça. Et je n'ai pas une minute de content de la soirée en soi, parce que tout le monde était dans un état second. Il y avait plus de photos, plus de vidéos, c'était plutôt marrant. Après il y a eu des trucs qui sont passés qui n'étaient pas incroyables, j'ai vu des gens tomber sur la piste et tout parce que à mon avis trop de substances ou d'alcool ou j'en sais rien. Et le summum c'est quand je suis reparti, l'organisateur me ramène à l'aéroport et j'étais un peu en retard. Et on a pris l'autoroute en sens inverse et il me dit t'inquiète pas, chez nous il n'y a pas de problème, je gère. Donc je t'avoue que cette date là je vais m'en rappeler pendant longtemps, tu vois. Et comment ton agent il a accepté que tu... Eh ben, il était pas là, hein. Il a accepté à l'avance, tout était carré d'avance, mais une fois que t'es là-bas et il y a des choses qui se passent. Se renseigner sur la sécurité du ouais, pays. Exactement, exactement. Là, tu m'as parlé d'une anecdote. Ouais. Parle-moi, je veux que tu me parles maintenant d'une bêtise que tu as fait sur scène. Oh, des bêtises, j'en ai fait quelques-unes, mais je crois que j'en ai fait une ici, même à la closerie, il y a 2 ans. Quand on avait fait une soirée avec le Calamar Crew, il me semble que j'ai enlevé la mauvaise clé au mauvais moment. Donc il y a eu une coupure et ça c'était de ma faute. Mais après des bêtises il y en a eu plein, tu vois. J'ai déjà eu des soirées où il y a une bouteille d'eau qui est tombée sur la table, plus de son. Donc c'est des bêtises un peu classiques, mais l'eau dans la table ça coûte cher ça. Ça coûte très cher. Ouais, je sais. Mais après enlever les clés, ah oui, quelqu'un qui appuie sur pause, ça arrivait plein de fois, tu vois. C'est des bêtises classiques on va dire. Ah, les bêtises classiques. Ouais. Et ça m'est arrivé en B2B avec un DJ, il a mis une pause sur mon track. Voilà, exactement, voilà c'est ça. Tu arrives maintenant à Tunis et c'est ta 2e fois, hein? En Tunisie? En Tunisie. Non, j'ai fait plein de fois, beaucoup plus, ouais. C'est la 2e fois la closerie, ouais. Mais en Tunisie, non, j'ai fait quelques fois. J'ai fait Majorelle, la closerie, j'ai fait Habibi. Incroyable, Habibi le tout premier, je sais plus comment ça s'appelait, Gamart au Arjan. Voilà, c'était franchement incroyable. C'était ma découverte de la Tunisie avec ces dates là. J'en ai fait 2 sur 2 années d'affilée et franchement le mix de gens c'est vraiment incroyable, super énergie. Alors tu connais bien la scène tunisienne? Je commence à bien connaître la scène tunisienne, ouais. Okay. Ouais. Donc tu arrives à Tunis encore une fois pour People Like Us aujourd'hui. Qu'est-ce que le public peut attendre de toi dans cette soirée? Il y a beaucoup de promos, d'autres tracks. Ah oui, promos énormément, forcément, parce que j'ai beaucoup de trucs à tester. Après, je sais pas où je vais, donc je fais au feeling, tu vois. Mais forcément, j'ai beaucoup de trucs à tester, beaucoup de promos, beaucoup de mes propres tracks aussi, énormément à tester. Des trucs que j'ai même fini à peine avant-hier, donc tu vois, j'aimerais bien les tester aussi. Après, ça dépend toujours de la vibe et des gens, donc faut s'adapter et voir. Je veux que tu me donnes 2 morceaux que tu te lasses jamais d'écouter. Alors, cette question... J'y ai toujours réfléchi et moi il y a un vocal, le morceau original déjà, mais ce vocal tout le monde l'a utilisé et réutilisé, que tu l'utilises en acoustique ou en version club ou en version ce que tu veux, ça marche toujours. C'est The Temper Trap, Sweet Disposition. Ça, je m'en lasse pas moi. C'est iconique. Chaque fois, tous les ans ou tous les 6 mois, il y a quelqu'un qui nous sort un remix. Et je trouve ça magnifique quand c'est bien fait évidemment, mais c'est un classique de chez classique. C'est un classique, c'est iconique. Voilà. Et ça bougera jamais je pense, et pour moi ça bougera jamais.
Après des classiques, il y en a plein. Moi, il y a un morceau aussi souvent quand je finis quand je fais des fins de set, des longs sets. Il y a un morceau qui restera toujours, c'est Sexual Healing de Marvin Gaye. Ouais. J'adore, ça fait peut-être 20 ans que je le joue. Quand je le joue en fin de set, c'est que la soirée elle s'est bien goupillée et que la vibe elle est montée, elle est bien redescendue. Mais tes inspirations là, ils sont vraiment attachés à des trucs qui sont pas électro du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, je viens du hip-hop. Hein. Donc quand j'ai commencé à mixer, au début, je faisais beaucoup de tribal house. C'était à l'époque des, je sais plus comment il s'appelait ces vinyles là. Tribal Drum je crois qu'il s'appelait. Bref, il y avait plein de trucs. Il y avait Mixture aussi, le label de Martin Solveig, le label de Bob Sinclair, comment il s'appelait déjà. Avec DJ Gregory, tout ça. Et ça c'était mes débuts. Mais je suis vite arrivé aussi au R&B US et au hip-hop US en vinyle. Donc tout ça, ça a fait ce que je fais aujourd'hui quoi. Si tu me donnes un track, vraiment, lorsque tu l'écoutes, tu me dis oh j'aurais aimé que ça soit moi que je le produise. Ouais. Un classique, forcément, parce que c'est un... Pas forcément, peut-être il y avait Si, un parce que track moi- qui a sorti l'année dernière. Ouais, alors Je sais pas. Hein. en termes de technique et tout ça, il y en a plein. Il y en a beaucoup trop même, que j'aurais aimé produire et tout ça. Mais je crois que tout le monde aujourd'hui rêve de produire un classique qui reste dans le temps, qu'on peut réutiliser par exemple de Tempo Trap, tu vois, de Sweet Disposition. Mais il y en a un qui marchera toujours, je crois, et qui sera toujours là et qui est entre la musique électronique et la dance, c'est Robin S. Robin S, Show Me Love. Show Me Love, merci. Show Me Love. Show Me Love, classique. Ouais. Classique. Tu le joues en mariage, tu le joues dans un festival, tu le joues. Et chaque année, une nouvelle version, plein de remixes. Voilà, et ça restera toujours. Mon rêve, c'est de créer un classique en vrai, que tout le monde écoute dans 30 ans et même plus tard quand je suis mort. Quoi. Et vie à l'infini. Voilà, exactement. Passons aux questions rapides. Allez, Vinyle ou USB? vinyle à la maison, USB en voyage. Studio ou scène? Scène. Studio c'est bien, mais la scène c'est au-dessus pour moi. Ton meilleur DAW? Ableton. Synthétiseur préféré? Ça dépend du mood, ça dépend des prods, mais les Arturiens en général. VST préféré? Alors VST, vu que moi j'utilise beaucoup d'internes à Ableton, je dirais plus un outil qu'un VST, ça pourrait, mais l'IA c'est incroyable. De pouvoir l'IA. séparer des pistes, de pouvoir attraper un kick là-bas, d'aller choper un vocal là-bas. Franchement, je suis pas contre l'IA du tout moi. Mais ce que ça peut donner en termes de production, ce que tu peux amener, des vocaux qu'on n'aurait jamais pu utiliser, que maintenant tu peux quasiment tout utiliser, ça c'est une évolution incroyable. Un gadget que tu prends toujours avec toi? Mes bouchons d'oreille pour me protéger les oreilles. Que je Ok, protège tu mets pas la assez. casque après? J'ai des bouchons d'oreille que j'ai là avec moi, tu vois, je les ai toujours. Je les mets pas quand je joue malheureusement parce que j'ai du mal à jouer avec. Quand je sors par exemple, même quand je vais à Ibiza et tout ça, j'ai toujours les bouchons avec moi. C'est super important. J'ai une amie qui a perdu l'ouïe d'une oreille là il y a quelques jours. Et franchement, plus je l'entends et plus ça me fait flipper, donc j'essaie de prendre soin de mes oreilles. Merci Kachowski. Merci à C'était toi. super de te connaître. C'était un plaisir. Pour moi et pour le public. Merci à tous ceux qui nous regardent. J'allais dire merci à tous les Tunisiens. Maintenant, tout le monde nous regarde sur internet forcément, donc Ouais, merci tout le à monde, toi, et c'était pas que super les cool. Tunisiens. Ouais, exactement, Là, c'est pour ça. on est sur Mila Radio, sur Afterline, et tout le monde regarde. super. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci. Salut. À la prochaine.